Je voudrais vous parler aujourd'hui du dernier livre que Contre-Culture publie sous mon nom. C'est La mort du roi et les secrets de Saint-Fargeau. Alors ce livre a une histoire. Il a eu une première édition aux éditions de Bourgogne qui malheureusement viennent de cesser leur activité. J'ai repris les droits et j'ai pas arrangé, disons que j'ai approfondi un certain nombre de passages de ce livre parce que depuis que j'ai commencé à faire de l'histoire, eh bien je fais de l'histoire tous les jours, donc chaque jour j'en sais un peu plus que la veille. Et reprendre un livre 5 ans après sa publication, eh bien c'est nécessairement y apporter des améliorations, des approfondissements. Voilà. Donc La mort du roi et les secrets de Saint-Fargeau, qui s'appelait précédemment Le mystère du tableau de David. De quoi s'agit-il? Eh bien Saint-Fargeau, c'est d'abord un village, un très très beau village ici dans le coin, un village voisin. Très très beau, avec un très beau château, et qui porte le nom d'un grand conventionnel, qui s'appelait un grand conventionnel, disons un conventionnel assez célèbre, qui s'appelait Michel Lepelletier de Saint-Fargeau. Alors Lepelletier, c'était son patronyme, et de Saint-Fargeau, parce qu'il y avait les deux Saint-Fargeau, d'Efort, de ceci, de cela, il y avait une quantité de Lepelletier, qui étaient des grands magistrats, des hauts magistrats, et celui de Saint-Fargeau s'est distingué parmi les... Alors, comme tous ses pères et ses aïeux, il avait fait partie des grands opposants à l'absolutisme royal. C'est-à-dire que les magistrats d'Ancien Régime, que ce soit sous Louis XIV ou sous Louis XV, et également sous Louis XVI, étaient des gens qui prétendaient partager avec le roi le pouvoir, la royauté, et essentiellement le pouvoir législatif. Donc, le Lepelletier de Saint-Fargeau fait partie de toute cette dynastie de Lepelletier qui ont été une épine dans le pied de la royauté pendant un siècle et demi, on peut dire. Et alors la caractéristique de celui-ci, Lepelletier de Saint-Fargeau, c'était que alors qu'il était certainement un des plus riches possédants du royaume de France, dès les débuts de la Révolution, il était député pour représenter la noblesse, puisqu'il faisait partie de la noblesse. Dès le basculement de la Révolution, il a passé à gauche. Il est passé à gauche et à la gauche de la gauche. Au moment de la Convention, il est devenu député de la Convention, proche de Robespierre, ami de Robespierre. Quand il est mort, Robespierre a dit « Quelle différence entre lui et moi que la mort ?» C'est-à-dire que Robespierre se revendiquait véritablement de toute l'idéologie et de toutes les idées prônées par Michel Lepelletier de Saint-Fargeau. Et Michel Lepelletier de Saint-Fargeau a eu cette caractéristique, non seulement de siéger à la gauche alors qu'il était un aristocrate parmi les plus riches, mais également il s'était manifesté comme Robespierre au demeurant pour l'abolition de la peine de mort, et il a voté la mort du roi. C'est-à-dire que voilà des gens qui ont des grandes idées, on va abolir la peine de mort, et puis une autre pratique, voulez-vous la mort du roi? Oui. Et alors le procès du roi Louis XVI est véritablement une abomination. Alors là, je voudrais dire quelque chose à propos du procès du roi Louis XVI. On change sa vision de la France, de la République et quasiment du monde une fois qu'on a lu ça. Alors c'est quelqu'un d'ici qui me l'a recommandé, qui m'a dit « Marion, lis ça, personnellement ça m'a changé ma vision du monde de la France et de la politique ». Donc je l'ai lu, c'est tellement épais, c'est tellement bouleversant que j'ai mis 3 ou 4 mois à le lire, alors qu'en général j'ai une bonne descente en matière de lecture. Mais là j'en lisais quelques pages, je laissais, je revenais dessus, je revenais en arrière. Enfin c'est vraiment un livre qui m'a demandé énormément de travail et de concentration, et ça m'a changé ma vision de la politique. Donc c'est ça que je recommande, Enquête sur le procès du roi Louis XVI, où on apprend que tout ce qu'on vous a raconté sur la politique, sur la République, sur la Convention, sur la Révolution, tout est faux, il faut tout revoir. Voilà. Donc au moment où j'ai écrit la première version de ce livre, je ne savais pas tout ça, mais je ne reprends pas le procès de Louis XVI, le travail a été fait. Je ne suis pas là pour paraphraser, mais je me situe dans ce livre autour du procès du roi Louis XVI, dont on peut dire, avant, malgré tout d'avoir lu ça, que c'était un procès absolument inique, parce que les gens qui se sont permis de juger le roi étaient à la fois juges et partis, et que ce procès s'est fait dans une ambiance absolument de terreur, et ce n'est certainement pas la justice et l'opinion des votants en leur âme et conscience qui a joué, mais une pression absolument terrible pour se débarrasser du roi de France. Alors au bénéfice de qui, ça c'est ce que le livre ne dira pas, et que le public découvrira petit à petit. Donc Michel Lepelletier de Saint-Fargeau était, comme Robespierre, opposé à la peine de mort, et quand on lui a posé la question Louis est-il coupable? Alors il y avait une liste de chefs d'accusation absolument aberrants. Il a dit oui, coupable.
Que mérite-t-il? La mort. Voilà. Le roi a demandé l'appel au peuple, c'est-à-dire que le peuple, vous savez, la justice, elle était rendue au nom du peuple français, hein, c'était nouveau, avant c'était au nom du roi, après c'est devenu au nom du peuple français. Le roi a dit, d'accord, demandons au peuple français, c'était faisable, hein, on pouvait tout à fait organiser des élections, un référendum, ça se faisait pas sous forme de référendum, mais quand on élisait des députés aux états généraux, ben, on demandait aux gens de voter, donc on pouvait recommencer, et là, Michel Lepelletier de Saint-Fargeau, comme la majorité de la Convention, a dit non, c'est-à-dire qu'on a refusé au roi l'appel au peuple, l'appel tout court et l'appel au peuple, ce qui était absolument insensé. Et ensuite, le roi avait demandé un sursis, il a voté non au sursis. Voilà, c'est-à-dire que voilà un grand ami des grands principes, un grand juriste qui dit, qui condamne à mort. Alors, en plus, le roi ne pouvait pas être condamné à mort puisque son statut de roi constitutionnel depuis le début de la Révolution le rendait inviolable en tant que roi. Donc, il pouvait juste être déchu de la royauté, mais pas être exécuté. Donc, ce déni de justice absolument insensé qui s'est fait à l'automne 1792, Michel Lepelletier de Saint-Fargeau a été de ceux qui ont trahi tous leurs idéaux, leurs paroles et ça et le reste pour voter la mort du roi. La mort du roi a été votée entre le jeudi et le vendredi. Le samedi, le roi a appris qu'il était condamné et qu'il n'avait plus que 2 jours à vivre. Et le dimanche, Michel Lepelletier s'est rendu pour dîner, souper on disait à l'époque, dîner dans un restaurant du Palais Royal. Alors qu'est-ce que c'était que le Palais Royal? C'est un enclos, c'était un très très joli jardin. Ouvert, qui donnait beaucoup de valeur aux immeubles qui étaient autour, que le prince, le duc d'Orléans, cousin du roi, Philippe d'Orléans, futur Philippe Égalité, avait fait fermer par des immeubles et des boutiques. C'est-à-dire que tous les gens qui avaient acheté des appartements avec une vue magnifique sur ce jardin, brusquement se sont retrouvés avec en vis-à-vis des immeubles de rapport. Le duc voulait absolument gagner de l'argent. Et le jardin du Palais Royal et les boutiques, et surtout les immeubles et les boutiques en rez-de-chaussée, étaient le lieu le plus mal famé de Paris. C'est-à-dire que le jardin du Palais Royal était un lieu où tout s'achetait et tout se vend, surtout la fausse monnaie, les services sexuels, les enfants perdus pour pédophiles, tout se faisait là-dedans, la fausse monnaie essentiellement. Et il est quasiment avéré maintenant que le jardin du Palais Royal était le lieu de rencontre entre la Révolution, celle officielle, celle qui avait cours à la Convention, et la contre-révolution, c'est-à-dire les gens payés de l'étranger pour obtenir de la Convention, enfin je veux dire qui faisaient pression de l'étranger pour obtenir de la Convention qu'elle aille dans le sens où voulait l'ennemi en l'occurrence l'Angleterre, mais pas uniquement, voilà. Donc que faisait Michel Lepelletier de Saint-Fargeau dans un endroit aussi mal famé? Il avait beau être député de la Convention, il était encore un des hommes les plus riches de France, il allait dîner là dans un triste tripot. Peu importe, il a été attaqué alors qu'il terminait de souper par un monsieur qui lui a enfoncé une épée à travers le corps. On connaît le nom de ce monsieur, il s'appelait Nicolas de Paris, puis après il s'est fait appeler Paris parce que de Paris ça faisait un nom, ça faisait une particule dangereuse, et il s'est échappé. Michel Lepelletier a été frappé aux alentours en fin d'après-midi, disons 17-18 heures, et il est mort dans la nuit. On l'a emmené chez lui. Alors il aurait tout à fait pu aller souper chez lui, mais il soupait là, s'il fait partie de la série de mystères. On l'a emmené chez lui où il est mort, et il est mort en fait quelques heures avant le roi. C'est-à-dire qu'il est mort dans la nuit de dimanche à lundi, et le lundi 21 janvier à 10h22, le roi tombait sous le coup de la guillotine à place de ce qui est devenu la place de la Concorde. Voilà. Donc les deux destins sont liés, la mort de Michel Lepelletier de Saint-Fargeau et la mort du roi. Le roi avait largement contribué à la gloire et à la belle carrière de Michel Lepelletier. Apparemment, la reconnaissance et la gratitude n'étaient pas son fort, enfin peu importe. Le drame de cette journée du 21 janvier pour la Convention, c'était pas la mort du roi, c'était la mort d'un grand révolutionnaire à qui on a commencé à vouer un véritable culte. Michel Lepelletier de Saint-Fargeau est devenu un saint républicain, un héros, le premier martyr de la liberté, une espèce des obsèques ahurissantes vous savez, d'emphase, de pompe, exagérées, ridicule, absolument grotesque, a été organisée pour ses funérailles. Le peintre David, qui était également conventionnel, c'était un ami de Robespierre également, a croqué
une esquisse pour faire un de ses chefs-d'œuvre, qui est le portrait de Michel Lepelletier de Saint-Fargeau sur son lit de mort. Et quelques temps après, on a appris que Nicolas de Paris, l'assassin, avait été retrouvé dans une station thermale quelque part au bord de la Normandie ou en Normandie. Et au moment de son arrestation, il s'était tiré une balle dans la bouche et il était mort. Donc on va refermer le dossier, on a retrouvé l'assassin, il est mort, le héros est mort, on referme tout. On passe au problème suivant et c'est là que l'intérêt commence parce que tout est faux, absolument tout est faux. Tout ce qui a été raconté sur l'assassin était faux, sur ses accointances était faux, les hurlements d'indignation à la Convention masque la complicité des plus grands révolutionnaires avec le bras armé de l'assassin. Enfin bon, il y a véritablement une première énigme que je me suis amusée à... Alors c'est pas moi qui ai fait les recherches en archives, mais je me suis quand même beaucoup inspirée de ceux qui ont fait le travail de première main et j'ai lu à peu près tout ce qui était disponible sur le sujet pour montrer que... alors il y a un deuxième mystère. Le premier mystère, c'est pourquoi a-t-on tué Michel Lepelletier de Saint-Fargeau ? Pourquoi l'a-t-on tué? Qui l'a véritablement tué? Et quelles sont les accointances entre les uns et les autres? Que faisait-il au Palais Royal? Quel intérêt pour lui d'être au Palais Royal? Et alors, l'assassinat de Michel Lepelletier et la recherche qu'on a faite, qu'on a prétendu faire de son assassin, ont été le début du règne de la terreur. C'est-à-dire que la terreur officielle, on sait qu'elle est arrivée longtemps après, mais la terreur dans les faits, c'est exactement à ce moment-là que ça s'est passé. On a bouclé le Palais Royal, qui était quand même un lieu avec des habitants, des gens qui habitaient là, dont c'était le domicile. On les a tenus à l'extérieur en plein hiver jusqu'à 4 h du matin, avec vérification d'identité, des perquisitions à domicile, sans mandat. Enfin, ça a été vraiment le début d'une période de terreur. Donc il y a un certain nombre de mystères et de choses à éclaircir là-dessus, et ce que je me suis amusée à faire. Et il y a un deuxième mystère qui est vraiment très amusant, c'est que le magnifique tableau que David a fait a totalement disparu. Il a disparu. Si quelqu'un le retrouvait, il serait riche à millions d'euros, mais ce tableau a disparu. Alors je raconte également tout ce qu'a été ce mystère du tableau qui a été acheté par les uns, racheté par les autres, probablement roulé quelque part pour le cacher. Alors il y a eu des tas de versions, il y en a qui ont dit il a été brûlé, il y en a qui ont dit la fille de Michel Lepelletier voulait le détruire. Tout ça est absolument faux. On sait que le tableau de Michel Lepelletier est entré au château de Saint-Fargeau et jusqu'à présent personne ne l'a vu ressortir. Alors l'actuel propriétaire du château de Saint-Fargeau, qui s'appelle Michel Guyot, a dit que quand il a appris qu'il y avait un tableau, il a évidemment, et son cœur a fait boum, et qu'il a essayé de le retrouver. Il dit faut laisser tomber, c'est impossible. S'il a été roulé dans un tuyau de cuivre et glissé entre deux pierres, il n'y a pas un mur qui ait moins de 5 mètres d'épaisseur. Et il y a 1,50 m d'épaisseur entre le plancher et le plafond, absolument introuvable. Donc il y a un mystère autour de ce tableau. Voilà. Donc les deux mystères de Saint-Fargeau, les deux secrets de Saint-Fargeau, c'est le secret, le mystère autour du tableau, et également tous les secrets et les mystères qui tournent autour des relations piques, louches entre la Convention et les royalistes. Et royalistes de quel type? Alors, oui, parce qu'il y avait royalistes, on pouvait être royaliste pour défendre la personne du roi, ou royaliste pour défendre le système d'une monarchie constitutionnelle, c'est ce qui faisait la différence entre la droite et la gauche. Mais surtout, ce que j'ai découvert, et ce que je ne savais pas au moment où j'avais écrit la première version de ce livre, c'est que parmi les gens dont la vie a besoin d'être examinée d'un petit peu près autour de ce mystère, il y avait un certain Junius Frey. Ce Junius Frey était le neveu d'un certain Jacob Frank, et Jacob Frank était le chef d'une secte satanique qui s'appelait la secte des franquistes, dont on retrouve encore, alors il faut écouter Pierre Hillard qui a beaucoup de choses à dire sur la secte sataniste des franquistes. On se rend compte que derrière la révolution qu'on nous a présentée comme une grande fête du peuple pour sa libération, se cachent des abominations et des complots, osons le mot, je n'en ai pas peur, des complots absolument abominables, dont le but est rien moins que le bonheur du peuple, ni du peuple en général, ni du peuple français.
français en particulier. Voilà. Donc cette histoire autour de Michel Lepelletier de Saint-Fargeau, c'est ce qui m'a permis d'entrer, la petite porte qui m'a permis d'entrer dans l'étude de la Révolution française. Donc j'ai fait beaucoup de chemin depuis, mais ça c'est mon premier pas, ma première entrée. J'aime bien ce petit livre, je suis contente qu'il ressorte et je remercie Alain Soral, bien sûr, de m'avoir permis de le republier. Et puis je remercie les éditions de Bourgogne à l'origine, d'avoir été à l'origine de ce travail. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire sur ce manuel numéro 3. Alors les manuels d'histoire de Marion Sigaud ne suivront pas un ordre chronologique comme j'aurais voulu, parce que voilà, le deuxième opuscule se passait, c'était la chasse aux sorcières et l'Inquisition, c'est-à-dire ça se passe au début de l'époque moderne, et ça c'est la fin de l'époque moderne, puisque c'est le début de la période contemporaine qui commence à peu près à la Révolution française. Voilà. Donc cette série ne sera pas chronologique, mais voilà, l'opuscule numéro 3, et je travaille au suivant. Alors, je voulais également profiter que vous me donnez la parole pour faire un petit point. Je vous ai parlé la dernière fois du fait que Wikipédia me refusait le statut d'historienne. Voilà. Donc quand on regarde ce que c'est qu'un historien ou une historienne dans le dictionnaire, on s'aperçoit que j'entre tout à fait dans la définition. Et des gens, alors je ne sais pas qui, alors là vraiment je vous jure, je ne sais pas qui, je ne connais pas les intervenants sur Wikipédia. Mais un certain nombre de personnes que j'ai rencontrées m'ont dit qu'ils allaient régulièrement sur Wikipédia, ils voyaient que ça se disputait beaucoup, et finalement, ça y est, me voilà devenue historienne. Voilà. Mais alors, ça suffit pas de dire que je suis historienne, on pourrait dire historienne 18e, on pourrait dire... non, maintenant, je suis historienne et essayiste polémiste. Alors ça, c'est extraordinaire. Alors, essayiste, non. Non. Alors c'est vrai que... Alors j'ai peut-être dit une bêtise la dernière fois en disant que je n'étais pas essayiste. Je ne suis essayiste qu'en histoire. Je ne suis essayiste qu'en histoire. Je n'ai écrit des essais qu'historiques. Donc, dire que je ne suis pas historienne parce que je suis essayiste, c'est faux. Je n'ai écrit aucun essai autre qu'historique. Et alors, polémiste, ça c'est le comble. C'est le comble. Je n'ai jamais polémiqué avec personne. Et c'est pas les occasions qui me manquent. Régulièrement, je reçois des « voulez-vous venir discuter ?» Non, je ne polémique avec personne. Personne, ni à titre privé, ni au titre de l'histoire. Parce que me dire essayiste polémiste, ça voudrait dire que en matière d'histoire, je polémique, mais avec qui, grand Dieu? Alors qu'est-ce que c'est qu'un polémiste? Alors un polémiste, je suis allé au dictionnaire, c'est toujours ce que je fais. J'ai vu que c'était quelqu'un qui pratiquait la polémique. Ah, intéressant, qu'est-ce qu'une polémique? Alors, réponse du dictionnaire, discussion, débat, controverse qui traduit de façon violente ou passionnée, le plus souvent par écrit, des opinions contraires sur toute espèce de sujet. Mais contraire à qui? Il faut être deux au moins pour polémiquer. Qui est venu polémiquer avec moi? Avec qui ai-je accepté de polémiquer? Où et quand? Jamais. Je dis bien jamais. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous savez que sur Wikipédia, quand vous donnez une information, il faut donner une source. Et là, il y a un petit numéro à côté de polémiste qui renvoie à une référence. Et la référence, c'est un article charognard qui a été écrit sur moi par Lyon Républicaine, où on m'a, mais vraiment un article charognard, j'ai bondi quand j'ai vu ça, je me suis précipité pour demander un droit de réponse qu'on m'a refusé. Pourquoi? Parce que c'est le pot de terre contre le pot de fer, ils sont plus forts, ils me disent non. Si j'ai envie de leur faire un procès, j'y laisserai mes plumes, eux ils ont les moyens. Et de toute façon, bon, je ne vais pas plus loin, on n'a pas le droit de dire du mal de la justice française, mais bref. Et ils appellent ça une polémique. Je me fais insulter par un journal, donc je suis polémiste. Mais est-ce que Wikipédia, c'est des gens qui connaissent le français? Je ne polémique jamais, jamais. Jamais. Je veux bien discuter. Je veux bien discuter. Mais discuter histoire. Jusqu'à présent, tous les gens qui veulent discuter avec moi, ils veulent me faire parler d'Alain Soral. Ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. Si vous voulez m'entendre dire, si vous voulez m'en entendre dire du bien, je veux bien. Si c'est pour me dire qui, quoi et qu'est-ce, allez-vous faire voir. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont rajouté polémiste? Ben parce qu'il faut être méchant. Voilà, c'est tout. Historienne, ça suffit pas. Essayiste, à soi, ça suffit pas non plus. Hein, donc, c'est polémiste. Ben, je vais vous dire pourquoi ils ont marqué polémiste. Je ne sais pas qui y a derrière, mais c'est simplement indu, méchant, malveillant et totalement inadapté. Alors, me dire polémiste, c'est quoi? C'est n'avoir rien à opposer
à tout ce que je dis, c'est-à-dire maintenant des dizaines et des dizaines de vidéos et 15 livres, 14 livres maintenant, rien à m'opposer que la malveillance et la méchanceté, qui est l'arme des incompétents et des vicieux.